Hello le monde, bienvenue dans cette interview publiée pour Impacter. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui avec Alexis Minkela. Bonjour Alexis. Salut David. L'objectif de ces interviews, c'est de t'aider à publier pour impacter ta propre vie, impacter la vie de tes clients, impacter tes revenus d'entrepreneur-auteur. Bonjour, je m'appelle David Valsi-Machinant, fondateur du mouvement Publier pour Impacter, et j'ai le grand plaisir de réaliser cette série d'interviews. Merci à toi, Alexis, d'accepter cette invitation. Tu es auteur du livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, qui est paru aux éditions Erol. Je suis vraiment très très content de pouvoir partager avec toi et échanger sur cette aventure d'écriture. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te découvrent au travers de cette interview avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Bien sûr, donc je m'appelle effectivement Alexis Minkela, je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé, dont l'objectif est d'aider n'importe quel freelance à progresser dans son activité. Et pour ça, je pars à la rencontre d'autres indépendants qui sont parfois plus expérimentés que moi, pour un petit peu comprendre leurs clés de succès, leurs échecs aussi, leur méthodologie, pour effectivement aider chaque freelance à mieux vivre de son activité. Et donc, je publie une interview toutes les semaines, tous les mercredis. Et puis, je suis maintenant effectivement l'auteur d'un livre qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros aux éditions Erol, qui est toujours dans ce mouvement d'accompagner tout l'écosystème freelance. L'idée, c'est d'apprendre à construire ses œuvres, son positionnement, à sortir du lot, à apprendre à vendre aussi quand on n'est pas vendeur et marketeur, ce qui est quand même la plupart des freelances. Et tout ça dans un livre de 250 pages à peu près, où j'y ai mis toute mon énergie sur l'année 2020 avec des concepts, des méthodes, des retours d'expérience. Donc voilà un petit peu ce que je fais sur la partie Tribu Indé. Et puis je suis moi-même freelance à côté en copywriting pour des entreprises B2B, donc des entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Excellent. Ton livre est sorti en ce mois de janvier 2021. C'est quelque chose qui t'a demandé du temps, je suppose. Ça m'intéresse d'en savoir plus sur ce parcours d'écriture et de savoir comment est-ce que toi, tu as fonctionné par rapport à ce projet, parce que c'est quand même un grand projet de vie, hein, l'écriture et la publication d'un bouquin. Ok, oui. Euh, Avant cela, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce bouquin? Écoute, c'était pas dans mes plans de développement de Tribu Indé euh, à court terme, c'est-à-dire à 2-3 ans. Il se trouve que quand j'ai lancé le podcast Tribu Indé, on était en mars 2019. 6 mois après, il y avait déjà une bonne vingtaine, trentaine d'épisodes sur le podcast. Erol, donc une maison d'édition en France, me contacte en me demandant, en me proposant d'écrire sur le sujet du freelancing. Ça faisait déjà un moment que ils avaient en tête ce sujet-là, ils avaient du mal à trouver quelqu'un qui avait envie de se positionner sur ce sujet-là. Euh, et donc, si tu veux, le premier sujet, ça a été un enjeu d'opportunité. En fait, je me suis dit, une maison d'édition comme Erol, est-ce que ça se refuse aussi à ce moment-là de mon développement? Moi, j'ai moins de 30 ans aujourd'hui, donc tu vois, c'était une superbe opportunité de me dire, j'ai écrit un livre qui est publié dans une belle maison d'édition en France. Moi, j'ai toujours eu, tu vois, moi, j'ai toujours été baigné dans les livres. Je me souviens quand on était à deux avec mon frère, on avait un peu, s'il y avait un truc, on avait un peu budget limité avec nos parents, c'était bien sur les bouquins. C'est-à-dire que dès qu'on voulait un bouquin, un roman, une bande dessinée ou autre, on avait toujours, tu vois, c'était presque un peu open budget. Donc, tu vois, j'ai toujours été baigné dans les livres. Et donc, forcément, quand tu es un gros lecteur, euh, quand tu es plus jeune, tu as forcément un jour ou l'autre l'envie de te dire bah, à mon tour, j'aimerais bien écrire un livre et moi aussi, j'aimerais bien mettre mon livre dans ma bibliothèque. Donc, ça a toujours été un truc un peu plus long terme. Tu vois, je me suis dit, bah, tiens, un jour, sans pression, mais un jour, ça serait cool d'avoir l'opportunité d'écrire un livre. Il se trouve que cette opportunité-là, elle arrivait un peu plus tôt que prévu. Donc, c'est d'abord une opportunité d'aller encore plus loin que ce que je pouvais proposer avec le podcast, avec la newsletter que j'ai créée et tous les contenus que j'ai pu créer pour les freelances et dans l'écosystème freelance. Donc, c'est d'abord une opportunité euh, liée à Erol qui m'a fait dire, mais est-ce que c'est pas un projet que je peux embarquer, que j'ai envie d'embarquer sur 2020? Parce que c'est, comme tu l'as dit, un très gros projet, gros challenge aussi personnel. Et je trouve que c'est un bel accomplissement. Tu vois, aujourd'hui,
Tout se passe un peu sur le web, sur Internet, tout est digital. Moi-même, toutes mes activités, même mes clients, je travaille que sur leur site, leur tunnel d'acquisition, leur marketing, et tout se passe en ligne. Tout le contenu que je crée avec Tribu Indé se passe en ligne. C'était chouette de ressortir, tu vois, en fait, de faire le chemin inverse et de se dire, bah, en fait, on a un objet physique aussi. C'était, euh, C'était aussi un petit kiff perso de me dire, bah, j'ai un objet physique que je peux tenir entre les mains, que je peux partager aussi différemment et qui est un peu moins éphémère que ce que tu peux créer, tu vois, comme contenu sur Internet aussi. Excellent. Et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as tenu ton livre papier entre les mains? Moi, Ah. je sais que j'ai vécu quelque chose d'assez particulier lorsque je l'ai reçu. Ça m'intéresse d'en savoir plus sur ce que toi, tu as ressenti quand tu as reçu ce livre entre tes mains. C'est assez particulier, c'est vraiment une émotion extrêmement particulière. Moi, j'ai tenu à enregistrer ce moment-là parce que je voulais m'en souvenir. C'est, Si t'as pas écrit le livre, on te prend un peu pour un fou parce que c'est extrêmement émouvant aussi. En fait, quand tu as passé autant de temps à travailler sur ce projet-là, un peu dans l'ombre, parce que c'est encore une fois, c'est différent d'une interview que tu peux faire, d'un podcast, d'un post sur les réseaux sociaux. Là, c'est un travail qui dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, c'est d'abord une grande fierté où tu te dis, OK, en fait, ce livre-là, il est à moi, quoi. Je l'ai créé de A à Z. Donc, c'est une première fierté et puis un peu d'émotion aussi, parce que c'est un gros projet et quand tu passes autant de temps sur un projet, tu es content de voir le résultat. Moi, je suis extrêmement satisfait de la forme du livre, de la qualité de l'ouvrage, sur le fond comme sur la forme. Et, et donc, ouais, ça a été un moment assez particulier. Je l'ai reçu quelques jours avant de lancer les précommandes. Et c'était dingue de me replonger. Moi qui avais, tu sais, une fois que tu as fait plein de versions du livre, que tu as relu 5, 6, 7 fois le livre, tu peux plus trop l'encadrer. Mais quand tu le retrouves en physique, je sais pas, tu as une nouvelle relation avec l'œuvre que tu as créée via ce livre-là. Donc ça a été un gros moment. Il y a eu plusieurs étapes dans la création du livre où je me suis dit, ah ouais, là, ça commence à être un peu réel. Là, on commence à avoir quelque chose de concret. C'est notamment les épreuves avant le départ pour les impressions, quand tu commences à voir les tests graphiques de la couverture, etc. Mais là, une fois que tu as le livre, bah voilà, quoi, le livre, il existe, il est là, il a maintenant sa place. Et donc, si tu veux, le départ d'une nouvelle aventure qui est bah, la partie marketing, le faire connaître auprès des lecteurs, prendre des retours aussi des premiers lecteurs et lectrices. Mais si tu veux, ça a marqué la fin du temps de production pure du livre et ça a ouvert un nouveau chapitre plus promotionnel, marketing, etc. Hmm. Ben, excellent, parce que c'est vrai que dans la méthode Publier pour impacter, je partage le fait qu'on peut promouvoir le livre avant, pendant et après l'écriture. C'est exactement d'ailleurs ce que tu as fait. On peut retrouver des articles de blog où tu partages l'annonce que tu vas publier un bouquin, et puis tu as partagé ton aventure d'écriture, tu as déjà réalisé des interviews avec certaines personnes pour parler du livre alors que ton livre n'était pas encore sorti. Avant de rebondir sur cette partie marketing et vente d'un bouquin, est-ce que tu as ressenti ce que moi j'appelle le book blues? Tu vois, un petit peu comme le baby blues, certaines personnes qui ont un enfant vivent le baby blues. Moi, j'ai vécu pour mon tout premier livre papier, ce que j'appelle le book blues. C'est en fait, j'ai eu une certaine période où j'étais un peu déçu. En fait, j'étais super content au début, et puis en feuilletant le bouquin, je dis, putain, ça, je voulais le faire différemment, ça, je voulais le faire différemment. Est-ce que tu as vécu ça ou pas encore, peut-être? Je te le souhaite pas, hein, mais c'est peut-être intéressant d'avoir un retour par rapport à ça. Écoute, pas encore. Je pense que c'est encore extrêmement tôt. Tu vois, c'est un projet. Globalement, j'ai signé mon contrat en janvier 2020. Euh, les 4-5 premiers mois étaient beaucoup sur la thèse du livre, le chapitrage, etc. L'écriture a pris quelques mois. Et puis, tu vois, la promotion, je te dirais, 2 gros mois bien chargés euh, que je m'en occupe. Donc, je pense, pas encore pris assez de recul pour me dire, pour repenser, tu vois, au livre un petit peu à tête reposée, euh, d'avoir déconnecté un peu là-dessus et de revenir. C'est sûr qu'à mon avis, quand je vais me replonger dans quelques semaines, voire quelques mois dans le livre, je vais sûrement me dire, ça, j'aurais pu le développer. Mais là, tu vois, j'ai fait en sorte que le livre euh, soit suffisamment actionnable tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça, tu vois, que effectivement, tu disais que j'avais partagé l'aventure au fur et à mesure. J'ai à la fois partagé l'aventure, les coulisses du livre pendant l'écriture à toute la communauté Tribu Indé, mais aussi avec un groupe, si tu veux, une micro-communauté dans la communauté Tribu Indé. Il y a un groupe d'une trentaine de bêta-lecteurs qui m'ont accompagné de
on réfléchit à la thèse du livre, à la colonne vertébrale du livre, jusqu'à l'écriture, puis à la relecture. Et donc aujourd'hui, je suis quand même assez confiant à 90% sur la qualité du livre, non pas parce que c'est prétentieux de ma part de dire ça, mais plutôt parce qu'il y a plus de 25 freelances qui ont relu toute ou une partie du livre, ce qui fait qu'avec des niveaux de maturité différents, ce qui fait que là, j'ai couvert les gros sujets et je suis confiant sur le fait que tout y est en fait. Donc, j'ai pas encore ce book blues, comme tu dis. Peut-être qu'il arrivera, il faudrait que tu me poses la question d'ici quelques mois et je pourrais te donner peut-être une réponse un peu différente. Ah bah, écoute, avec grand plaisir. Et bah, je te le souhaite pas en tous les cas, mais c'est vrai que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le pas et j'ai noté. Je me suis dit, ce sera pour une édition 2, tu vois. Donc, c'est intéressant. Bah, écoute, je vais rebondir justement directement sur la notion d'équipe. Donc, moi, j'appelle ça l'équipe de rêve. Et puis, on parlera de la notion de promotion du bouquin. Mais ce serait intéressant que tu nous expliques comment toi, tu as fonctionné justement pour rassembler ces 25 freelance dans un groupe, de faire qu'ils te consacrent du temps aussi à l'écriture. Qu'est-ce que tu as mis en place pour développer cette équipe de rêve qui fait pleinement partie du processus, d'après moi, en tout cas, c'est un des ingrédients de la réussite d'un bouquin, c'est d'avoir des différentes visions, différents retours. Tu parlais aussi du fait que tout le monde n'avait pas la même expérience et le même niveau de freelancing. Je conseille dans la méthode Publier pour impacter d'avoir deux types de relecteurs. C'est des relecteurs qui s'y connaissent dans ton sujet, des relecteurs qui s'y connaissent pas du tout, pour vraiment avoir quelqu'un qui Mhm. connaît le jargon, qui va te donner des retours plus sur des trucs très spécifiques, et puis quelqu'un qui connaît pas du tout le jargon et qui va te donner peut-être des retours plus sur est-ce que c'est compréhensible ou pas. Voilà, je suis intéressé par ton parcours et je pense que ça peut intéresser en tout cas les personnes qui écoutent cette interview. Comment est-ce que tu as créé ton équipe de rêve? Écoute, je me suis dit à un moment, c'est quand même un job assez solitaire d'écrire. Et finalement, bizarrement, même si effectivement je te rejoins à 100% sur cette idée d'équipe de rêve, c'est assez peu mis en place par les auteurs. Ou alors en tout cas, peu d'auteurs communiquent là-dessus. Et pourtant, je trouve qu'effectivement, c'est une pierre à la fois, c'est une pierre essentielle pour plein de raisons. La première, c'est aussi un excellent moyen de décharger de toutes les idées que tu peux avoir et de partager aussi ton aventure. Parce qu'en fait, quand tu travailles tout seul, déjà que c'est extrêmement solitaire, tu passes tes journées à écrire, etc. C'est chouette de pouvoir partager un peu ce qui se passe, d'expulser ça de toi, de ton cerveau, et d'avoir des gens qui sont là pour écouter ce que tu as à dire. Et ça te permet aussi si tu veux, d'être sûr que le contenu que tu proposes est ultra qualitatif sur un sujet bien précis. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, à la manière de ce que j'avais pu faire sur Tribu Indé, moi j'ai toujours pensé, et c'est d'ailleurs pour ça que le Tribu Indé s'appelle Tribu Indé, c'est que moi j'adore penser mes projets de manière collective. Euh, La partie freelancing, ce que je fais pour mes clients, est quand même assez solitaire. Et donc j'aime bien avoir ce projet-là qui est beaucoup plus collectif que ce que je peux faire en freelance. Et donc pareil, là, tu vois, de la même manière que sur le podcast où j'avais des interviews, je ne voulais pas forcément faire des épisodes solo, bah, je me suis dit, comment est-ce que sur le livre, je peux rendre plus interactif le processus créatif du livre et surtout impliquer d'autres personnes, que certaines personnes deviennent aussi acteurs de ce livre-là. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me dire, j'ai déjà une communauté existante sur Tribu Indé, je suis sûr qu'il y a des personnes qui seraient hyper contentes de découvrir les coulisses déjà d'un livre et encore plus les coulisses d'un livre qui parle de freelancing. Et donc, j'avais ouvert une trentaine de places et pour le coup, j'ai pris par ordre de réactivité finalement parce que je ne pouvais pas non plus tout prendre. Et je m'étais dit que 30 personnes, c'était la limite haute que je pouvais gérer. Mm. Déjà que c'est compliqué d'écrire un livre, que je ne savais pas forcément dans quoi j'allais m'embarquer sur un premier livre. Je ne pouvais pas euh, animer une trop grosse communauté Mm. sur la création de ce livre-là. Donc, par chance, et pour le coup, c'est aussi un facteur chance, et aussi euh, c'est aussi ce qui est génial dans la communauté Tribu Indé, c'est qu'il y a des profils qui sont extrêmement différents en termes de niveau de maturité de freelance, à la fois sur les métiers, mais aussi sur le niveau de maturité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, dans ce groupe-là, il y avait des salariés qui voulaient se lancer en freelance, il y avait des jeunes freelance, que je dis jeunes, pas forcément en âge, mais jeunes en termes d'expérience, qui étaient, tu vois, tout juste en train de se lancer depuis quelques mois. Il y avait des freelances qui avaient 1, 2, 3 ans d'expérience, et puis il y avait même quelques freelances qui étaient bien plus expérimentés, qui avaient globalement entre 5 et 10 ans d'expérience. En fait, ce panel-là m'a permis aussi de confier certains chapitres de relecture à différents freelances selon les sujets et si tu veux, la complexité des sujets que je traitais dans chacun des chapitres. Ce qui me permet aujourd'hui, tu vois, d'avoir un livre qui se tient et qui est à la fois extrêmement
valable et actionnable quand tu es en train de te lancer, mais qui aussi te permet de reprendre les bases et de restructurer ton activité quand tu vois, tu as atteint un certain palier et que tu as envie de te dire, OK, comment est-ce que je peux améliorer ce que je fais déjà? Comment est-ce que je peux optimiser ce que je suis en train de faire? Et comment est-ce que potentiellement je peux réinventer mes offres, mon positionnement ou passer à une étape supérieure? Mhm. Et donc, chacune de ces personnes a pu te donner leur retour. Ça se faisait par un document partagé ou comment est-ce que tu fonctionnais par rapport à ça? Donc, il y avait un groupe Facebook globalement de mai 2020 à jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui. Il y a un groupe Facebook qui réunissait ces 30 personnes. Et d'ailleurs, Victoria, qui fait partie de ce groupe de bêta lecteurs, me disait qu'entre le mail que j'ai envoyé pour proposer aux personnes de m'accompagner dans l'écriture de ce livre et la sortie officielle des précommandes, il s'est passé 223 dodo. Donc voilà, pendant 223 jours, un petit groupe d'irréductibles freelance m'ont accompagné dans cette aventure-là. Et donc tout se passait sur le groupe Facebook. Donc moi, je partageais les réunions que je pouvais avoir avec Erol, les idées que je pouvais avoir. Et puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des lives sur Zoom en petit comité euh, pour parler des différents sujets. Donc, par exemple, l'angle du livre, pour parler un petit peu des sujets sur le titre, sur les couvertures, sur les méthodologies de test que j'ai utilisées pour tester les meilleurs titres possibles. J'ai utilisé un certain nombre de méthodes, de publicité, etc. Et puis ensuite, sur la relecture pure et dure du livre, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'écrivais chaque chapitre sur un Google Doc séparé. Et donc, c'était beaucoup plus simple pour moi. Donc, j'avais un tableau avec les volontaires et combien de chapitres les personnes voulaient relire aussi par rapport au temps qui est passé. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'envoyais le chapitre en question. Chaque chapitre a été relu au moins par 2 à 3 freelances. Ok. Donc, tous les chapitres ont été relus. Et les freelances avaient globalement entre 1 et 3 chapitres. Et il y a quelques freelances qui ont relu l'intégralité du livre. Et donc là, tu vois, même là, il y avait 2 niveaux de relecture. C'est-à-dire que les personnes qui avaient relu l'intégralité du livre, je leur demandais un niveau beaucoup plus global, de se dire, OK, est-ce que le livre, il est cohérent? Est-ce qu'on ne perd pas le fil rouge? Est-ce que la grande idée, elle y est? Est-ce qu'on ressort avec de l'information supplémentaire qu'on n'aurait pas trouvé ailleurs? Là où tu vois la relecture vraiment de manière très opérationnelle sur les chapitres, j'avais créé un Google Doc, un document de relecture qui me permettait d'éviter d'avoir, tu sais, ce truc de quelqu'un a relu ton livre et te dit ouais, c'est bien ou bof, je me suis un peu ennuyé, mais tu sais pas vraiment ce que tu peux Ouais, améliorer et c'est ce qui a ça. Il vraiment faut bien des marché feedbacks aussi. constructifs, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, j'avais créé un certain nombre construit une petite grille de relecture avec un certain nombre de questions à remplir et de refaire un peu le travail inverse que moi j'avais fait sur quelle est l'idée, quelle est la thèse du chapitre, qu'est-ce que tu retiens, quels sont les 2, 3 exemples que tu retiens, est-ce que tu t'es ennuyé, si oui, pourquoi, est-ce que tu penses qu'il manque des choses, est-ce que ça répond à la promesse du chapitre qui est X, Y, Z. Donc, il y avait un certain nombre de questions qu'il fallait remplir et donc tout ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que chacun avait entre 1 et 3 chapitres globalement. Excellent, c'est une super manière de fonctionner que je découvre. Moi, personnellement, j'ai 2 phases de relecture. C'est que j'ai une phase de relecture où je propose aux personnes de lire le livre à leur convenance, évidemment, le manuscrit et de donner leur feedback sur le contenu, vraiment le fond, c'est-à-dire est-ce que c'est cohérent, etc. Et puis, il y a une deuxième phase de relecture où là, je ne touche vraiment plus au manuscrit. Et là, c'est fait par 1 à 2 personnes où là, les personnes sont vraiment focalisées sur grammaire, orthographe et structure de phrase. Et donc ça, c'est vraiment en tout cas la manière que je conseille en tout cas que moi j'utilise, et c'est la manière que je conseille de faire dans la méthode publiée pour impacter. Donc merci de nous avoir partagé cette autre approche, et je pense qu'il y a moyen effectivement de prendre aussi des trucs que tu viens de nous partager. Ce que je retiens moi personnellement, c'est la grille de relecture. C'est quelque chose que j'ai pas encore mis en place et je le retiens pour le prochain manuscrit. Merci pour ça. Est-ce que tu pourrais nous partager quels sont les impacts que tu as eus depuis la sortie du livre? Peut-être les impacts que ça a eu sur ta propre vie, donc ta vie privée, ou les impacts que ça a eu sur ton business, en sachant que le livre vient de sortir, donc c'est assez récent, mais peut-être qu'il y a déjà eu des impacts sur ta vie ou sur ton business. Écoute, sur ma vie personnelle, le plus gros impact, c'est qu'effectivement, j'ai un petit peu moins vu ma copine en 2020 que d'habitude, parce que la charge de travail était un petit peu plus élevée. Euh, de mémoire, là, à l'heure où on se parle, avec la partie marketing, on est à plus de 430, 440 heures
sur le livre. Donc, en fait, tu rajoutes ça à l'activité normale de ce que je faisais avant. Ça fait quand même des heures à caler sur quelques mois. Euh, et après, sur les opportunités professionnelles, effectivement, c'est encore assez tôt. Et pourtant, alors qu'on est à l'heure où on enregistre, on est encore en précommande. Bah, tu vois, le livre a extrêmement bien marché dès le démarrage. Il a été pendant plusieurs jours numéro 1 dans une rubrique, la rubrique Job et carrière sur Amazon. Et puis, c'était la 20e meilleure vente, tous livres confondus, donc romans, livres de cuisine, etc., sur Amazon le premier jour. Donc, il y a eu un gros impact, ce qui a généré quand même déjà, tu vois, ça fait une semaine que le livre est en précommande, déjà pas mal d'opportunités, l'opportunité de faire quelques conférences, à la fois dans des formations pour les entreprises, pour des étudiants, pour des programmes d'accompagnement à Paris, dans les startups, etc. Et puis des opportunités aussi de mission, parce que beaucoup aussi ont découvert du coup la partie copywriting grâce aux livres et aux différentes interviews que j'ai pu faire. Donc pour l'instant, si tu veux, les retours sont positifs à la fois sur les précommandes qui fonctionnent plutôt bien pour l'instant, quand je vois les classements, notamment sur Amazon. Et puis des opportunités plutôt business aussi, euh, qui me permettent, parce que écrire un livre avec un éditeur me rendra pas riche. Je veux dire, le produit, à moins d'en vendre des millions, je ne serai pas riche avec. En revanche, il y a des bénéfices collatéraux qui sont géniaux et que je commence déjà à toucher du doigt, notamment avec pas mal d'opportunités d'intervention, de missions potentielles qui peuvent arriver dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Mais ça permet de rebondir justement sur les trois ingrédients de la méthode publiée pour impacter, de la stratégie publiée pour impacter. Premier ingrédient, c'est le livre business qui a pour objectif d'attirer les bons prospects. Ensuite, deuxième ingrédient, c'est l'email pour tisser la relation avec ses prospects. Et troisième ingrédient, ce sont des pages Internet qui forment un entonnoir de vente qui vont amener à la conversion de ce client. Ça, c'est possible quand on le fait en mode auto-édition, comme moi je le prône. Toi, tu es passé par une maison d'édition. Est-ce que tu peux peut-être nous partager quels sont les... Enfin, est-ce que c'était déjà prévu cette stratégie d'attirer des opportunités à toi avec le livre, ou tu t'es dit je vais publier le livre et on verra ce qui arrive. Et ça m'amène aussi à une sous-question qui est que toi, pour l'instant, tu travailles, enfin en tout cas, ton métier, c'est copywriter. Or, le livre s'adresse à des freelances, qui est un public en fait différent. Dans l'approche que je propose, c'est d'avoir un public cible. Or, j'ai l'impression que ton public cible avec le livre est différent de ton public cible en termes de freelance, c'est-à-dire en termes de travail de copywriter. Est-ce que tu peux peut-être nous éclaircir par rapport à ça? Euh, voilà, je te laisse rebondir. Alors du coup, j'essaie de répondre dans l'ordre à tes Oui. deux questions. La première question sur est-ce que je l'ai pensé avec un objectif business, ce serait mentir que de te dire non. Bien sûr que j'ai fait ce livre-là parce que ça me faisait plaisir et que c'était aussi un gros challenge personnel d'écrire un livre, mais bien évidemment que j'ai pensé aussi à un objectif business et aussi un objectif plutôt d'opportunité. L'idée, c'était que en- en- dans la littérature francophone, il y a très peu, voire quasiment pas de livres business pour les freelances. Il y a beaucoup de livres marketing, de livres business pour les entrepreneurs, pour les start-upers, etc. Mais assez peu, voire pas du tout, de livres qui t'apprend vraiment avec une méthode et des idées clés comment est-ce que tu vis ton activité en freelance. Et donc ça, c'était l'objectif d'en faire, et ça a été l'ambition dès le démarrage que j'ai toujours assumé, d'en faire sur les prochaines années un livre référence. Moi, mon objectif, ce projet sera vraiment pleinement réussi à 400%. Si d'ici un an, 2 ans, 3 ans, bah, dès qu'un freelance a des questions, atteint un plafond ou hésite à se lancer, on puisse lui dire bah, va lire le livre d'Alexis qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. C'est une bonne ressource. Je serais hyper content que le livre sera cité dans les classements des livres que tu recommandes, etc., à la fin des podcasts, à la fin des vidéos. Donc, bien sûr que je l'ai pensé comme si tu veux, comme un enjeu qui est avec des bénéfices qui sont beaucoup plus long terme. Oui, je gagne moins d'argent, je marche beaucoup moins que sur de l'auto-édition. Mais tu vois, en fait, en France, passer par un éditeur reste quand même quelque chose. En tout cas, moi, c'est un choix que j'ai fait parce que c'est un choix de crédibilité. Euh, Quand tu es en freelance et que tu es entrepreneur, il y a le concept de jauge de crédibilité qui est extrêmement important. La crédibilité et la valeur perçue que tu peux avoir vis-à-vis de tes clients. Et effectivement, tu vois, le fait d'être passé par un éditeur, en tout cas en France encore, tu vois, c'est encore quelque chose
qui est bien vu, qui est apprécié, et qui dope ta crédibilité. Et donc c'était aussi un premier enjeu d'avoir un vrai enjeu business là-dessus. Et pour faire le parallèle sur ta deuxième question, effectivement, c'est une très bonne remarque. Mes clients sont des entreprises et pourtant Tribu Indé qui m'occupe plus de 50% de mon temps et le livre qui m'a pris des heures et des heures, des centaines d'heures même en 2020, s'adresse à des freelances. Effectivement, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue marketing, tu peux te dire quelle est la cohérence derrière. L'idée, c'est que aujourd'hui, mon activité freelance, les systèmes que j'ai pu mettre en place me permettent d'avoir des clients quasiment en continu, d'avoir des clients qui viennent par réputation, par boule de neige par rapport à d'autres clients existants, par des auditeurs du podcast qui sont eux-mêmes freelance, que je considère comme des alliés, qui me font des mises en relation régulières avec leurs clients existants ou avec des missions qu'ils ne peuvent pas prendre et donc ils pensent à moi parce qu'ils écoutent mon contenu, ils savent ce que je raconte et puis ils sont attachés à Tribu Indé et puis potentiellement à ce que je peux créer. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour eux de me recommander plutôt que de recommander quelqu'un de lambda sur une plateforme de freelance. Donc en fait, tu vois, aujourd'hui, les clients viennent comme ça. Donc le livre vient pas répondre à un sujet d'acquisition freelance. En revanche, l'idée, c'est de développer dans les prochaines années beaucoup plus Tribu Indé, l'écosystème Tribu Indé, et de passer d'un système où là, je suis à 50-50 à 80% sur Tribu Indé et 20% sur le freelancing. J'ai toujours envie de garder un pied dans le freelancing, mais l'idée, c'est d'avoir, tu vois, un, voire deux clients par mois, et le reste est consacré sur Tribu Indé. Et donc, ce livre-là, il vient rajouter une grosse brique de crédibilité à tout l'écosystème Tribu Indé, au podcast, à la newsletter, au compte Instagram, bref, à tout ce que je peux proposer pour les freelances, pour aussi en faire un vrai business model à moyen terme. Donc, si tu veux, effectivement, c'est qu'il faut imaginer que je suis presque sur deux business différents avec deux cibles et deux problématiques différentes. Ça, ouais. Aujourd'hui, les systèmes sont mis en place sur la partie freelance. En revanche, sur Tribu Indé, il y a encore plein de choses à faire. Et c'est un projet un peu plus collectif que j'ai envie de penser un peu plus global et qui a un peu plus d'ambition aussi que la partie freelance. La réalité, c'est que côté freelance, il y a un moment ou un autre, tu atteins un plafond. C'est-à-dire que si tu es tout seul, tu as plusieurs choix. Soit tu augmentes tes prix, mais il y a un moment où tu ne peux pas non plus augmenter à l'infini. Soit tu prends plus de missions, mais donc du coup, tu passes plus de temps. Soit tu recrutes des gens et tu crées une agence, un collectif. Moi, c'est moins l'ambition. En revanche, sur Tribu Indé, il y a un potentiel de scalabilité, de passage à l'échelle, de développement qui est beaucoup plus important que la partie servicielle que je propose aujourd'hui en freelance. Ouais, donc c'est aussi dans une vision à plus long terme qui est à un moment donné de proposer des Bien services sûr. à ce public de freelance. Donc ça peut être des formations vidéo, accompagnement, des choses comme ça. Exactement. Ok, super. Complètement. Je te rejoins aussi sur la notion d'avantages et inconvénients de passer par une maison d'édition. En fait, il y a des avantages à l'auto-édition, il y a Bien sûr. des inconvénients à l'auto-édition. Et c'est vrai que dans la stratégie que moi je propose, qui est vraiment d'acquérir des prospects et de les convertir en clients à l'aide d'un livre, par une maison d'édition, c'est beaucoup plus complexe. Premièrement, parce que effectivement, il faut respecter la charte, la ligne éditoriale de la maison d'édition. En plus, les maisons d'édition n'acceptent pas tous les livres qui leur sont proposés, hein, ça il faut bien s'en rendre compte aussi. Et alors que l'auto-édition permet justement d'être beaucoup plus libre en termes de faire des appels à l'action dans le bouquin, de construire le bouquin comme on l'entend pour vraiment être au service du client auquel on s'adresse. Et ça, c'est ce que je partage notamment dans la méthode publiée pour impacter. En sachant En fait, tout évidemment, dépend tout tout dépend de dépend de la l'objectif, relation que tu as. bien sûr. Exactement. Et puis la relation, de la manière dont tu vois, si tu as envie de passer par un éditeur, comment ça se passe. Moi, j'avoue que j'ai eu l'avantage aussi d'avoir un pouvoir de négociation puisque Erol est venu me chercher. C'est aussi, tu vois, t'as pas la même relation que quand tu vas essayer d'aller pitcher un peu ton livre, ton idée de livre à un éditeur. Euh, Moi, en amont, tu vois, j'avais vraiment prévu. Enfin, c'était fixé, c'était cadré le fait que j'ai une totale liberté, un total contrôle. Donc, si tu veux, tu vois, j'avais mis de côté certains inconvénients que tu as mentionnés de passer par une maison d'édition que j'aurais pu retrouver en auto-édition, mais qui m'ont été accordés sur effectivement des call to action, avoir une structure de livre comme je l'entendais, avoir le total contrôle sur la mise en page, le design du livre. Mais effectivement, c'est pas donné à tout le monde et je comprends. Tu vois, j'ai conscience que ça a été aussi une opportunité et que tout s'est un petit peu aligné au bon moment pour faciliter aussi les échanges que j'ai pu avoir avec Erol. Et j'ai conscience pour connaître d'autres personnes qui passent par d'autres maisons d'édition, c'est loin
d'être pareil pour tous les auteurs. Moi, j'ai eu la chance Mhm. d'avoir une grande liberté d'action, ce qui est vraiment pas le cas de beaucoup de Ouais. maisons d'édition et Et beaucoup ça, c'est d'auteurs qui parce que sont la édités. maison d'édition est venue te chercher aussi et avait une Bien demande sûr. et un besoin par rapport à ta thématique. Excellent. Alors, note pour les personnes qui regardent cette interview, auto-édition ne veut pas dire mauvaise qualité. C'est à toi qui décides de publier un livre en auto-édition, à un moment donné, d'être professionnel. Moi, je travaille avec un graphiste qui a mis en page mes 3 bouquins parce que je veux que ce soit qualitatif. La cover doit être qualitative. D'ailleurs, ce sera le dernier point que je te propose d'aborder. C'est est-ce que tu as pu choisir la couverture? Comment tu as choisi le titre? Est-ce que tu as testé ton titre? Parce que ça, c'est une chose importante que je propose de faire dans l'approche. Voilà, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques tips sur comment réaliser une bonne couverture et une bonne quatrième de couverture? Moi, par exemple, tu vois, je mets toujours 3 bonnes raisons de lire ce livre derrière avec un appel à l'action vers une formation offerte qui permet en fait de... Tu vois, tu as des petits malins qui vont à la librairie, ils prennent ton livre, ils prennent en photo l'arrière. Et ben là, en fait, je capture leurs coordonnées. C'est malin, hein. Je veux bien C'est pas mal. tes astuces pour justement cette couverture et quatrième de couverture. Ce qui est intéressant, c'est que le titre du livre se réfléchit finalement assez en amont, presque au moment où tu es en train de démarrer l'écriture. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé avec Errol. Et c'est un vrai enjeu et c'est un vrai sujet stratégique sur lequel on a passé énormément de temps, à la fois avec le groupe de bêta lecteurs, mais aussi avec Errol, parce que pour le coup, t'as pas trop le droit à l'erreur. Tu vois, si tu publies une vidéo sur YouTube et que tu sens que ça prend pas très bien, tu peux essayer de changer le titre et de refaire un peu de promotion, idem sur un podcast ou sur un article de blog. Sur un livre, une fois que le livre il est imprimé, en tout cas côté maison d'édition, je ne sais pas comment ça se passe côté si tu es en auto-édition, mais c'est difficile de refaire des tirages, de remettre à jour le livre Bien quand tu sûr, ouais. as 1500 exemplaires qui sont déjà imprimés. Donc du coup, moi je me suis dit, plutôt que de me baser sur mes intuitions et d'essayer de trouver le titre que je juge plus ou moins pertinent, comment est-ce que je peux mettre encore une fois de la méthode et des choses très pragmatiques dans le choix du titre? La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 60-70 livres à la fois que moi j'avais lus et les meilleures ventes sur Amazon. Et j'ai pris titres et sous-titres que j'ai placés dans un tableau Excel. Et j'ai essayé d'un peu de comprendre la structure de ces titres-là. Qu'est-ce qui faisait que ces titres-là avaient bien fonctionné aussi? Qu'est-ce qui me plaisait dans ces titres-là? Et je me suis basé sur un type qui s'appelle Tucker Max, qui avait partagé, donc un auteur américain, et qui avait partagé un certain nombre de techniques pour trouver des titres. Et je me suis dit, j'ai pris 10 de ces techniques et j'ai essayé de me dire, est-ce que dans les 60-70 titres que j'avais remplis dans mon tableau Excel, quelles sont les techniques qui ont été utilisées? Est-ce que c'est des titres courts? Est-ce que c'est de donner une promesse directement dans le titre? Est-ce que c'est de raconter, d'avoir une métaphore? Est-ce que c'est d'avoir, bref, plein de techniques. Et j'essayais de voir s'il y avait un pattern, une structure commune, des choses qui revenaient de manière répétée. Et là-dessus, ça m'a déjà permis, comme moi, je me suis dit, OK, quelle est un peu la vision du livre, le positionnement, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que j'ai envie qu'on retienne du livre, etc. Ça m'a déjà permis de partir des méthodes plutôt que de partir juste de mon cerveau et de mes idées. Et donc là, j'avais à peu près une dizaine, grosse quinzaine de titres que j'ai testés, avec qui on a discuté avec le groupe de bêta lecteurs pendant plusieurs lives pour essayer de comprendre, essayer de leur demander à quoi ça leur fait penser, qu'est-ce qu'ils verraient derrière ce livre, etc., juste en se basant sur le titre. Et de là, il y a eu beaucoup d'allers-retours, de retravail. On s'est mis d'accord sur 4 titres qui ressortaient du lot par rapport à tout ce qu'on avait pu faire en niveau version. Et là, je me suis dit, ces 4 titres-là, comment est-ce que je peux essayer de les tester à plus grande échelle? Et donc, j'ai utilisé la communauté de Tribu 1D et j'ai fait un sondage quantitatif d'abord, en demandant un petit peu quels sont les 2 titres qu'ils préféraient, qui sortaient du lot, et surtout pourquoi. Récupérer du qualitatif, parce que au-delà de est-ce que le titre est chouette ou pas, et surtout ce qui est intéressant, c'est de savoir psychologiquement qu'est-ce que les gens se disent en lisant ce titre-là. Qu'est-ce qu'ils s'attendent à trouver derrière ce livre-là. Et donc, j'ai reçu plusieurs centaines de réponses qui m'ont permis d'avoir à la fois du feedback quantitatif, mais aussi qualitatif. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin parce que là, c'est une communauté qui connaît déjà Tribu 1D, qui connaît mon positionnement et qui connaît un petit peu le contenu. Je me suis dit, ce livre-là, il a aussi vocation à toucher d'autres personnes. Et donc, j'ai pris ces 4 titres-là et je les ai également testés sur la publicité Facebook. Un petit peu à la manière de ce qu'avait fait Tim Ferriss Ouais. sur Google pour Semaine de la semaine de 4 4 heures. heures. Ouais. J'ai refait le même système pour mon livre. Et donc, j'avais 2 audiences. Une audience qui ressemblait à celle de Tribu 1D, une audience froide de personnes qui étaient auto-entrepreneurs, freelance, etc. Et j'essayais de comprendre un petit peu qu'est-ce qui faisait plus cliquer par rapport au titre. Et il se trouve que les résultats que j'ai eus via ces publicités Facebook confirmaient effectivement ce que déjà, moi, à titre personnel, le titre que je préférais,
qui est Freelance, l'aventure dont vous êtes l'héros, que je préférais de loin. Et puis les retours quantitatifs et qualitatifs que j'ai pu avoir dans la communauté. Donc en fait, tu vois, ça m'a permis de me baquer, de me dire, OK, je pense que là, on est dans la bonne direction et qu'on a le bon titre. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le titre, puis le sous-titre du livre, pour essayer en fait, de minimiser l'intuition et le risque en fait, que ça ne parle pas aux gens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur les précommandes et sur les retours que je peux avoir, le titre du livre marque, en tout cas plaît, attire. Bref, il y a un truc qui ne laisse pas indifférent par rapport à des livres un peu plus business, un peu plus, parfois un peu plus chiants, qu'on se le dise, sur des titres qui sortent un peu moins du lot. Moi, c'est une ambition. Et du coup, avec un titre, tu vois, où on parle d'aventure, de héros, etc., je voulais aussi une couverture qui change et qui tranche avec les livres business qui sont souvent un petit peu froids, un petit peu stricts, un petit Tu peu peux nous cadrés. montrer la couverture, s'il te plaît? Je vois que Ouais, tu en bien as un sûr. derrière, à côté de toi. Top. Hop, je sais pas si on voit bien, ouais. Yes. Donc en fait, c'est assez gamifié. Il y a des petits pictos avec le cœur, euh, avec la coupe, avec les pièces. L'idée, c'était d'avoir aussi encore de pas oublier que on peut prendre le business, un sujet qui est sérieux, on peut le prendre aussi comme un jeu et on peut s'amuser en faisant du business. Et c'était un petit peu tout l'objectif d'avoir une couverture un peu décalée, un peu tranchante, avec des couleurs. Là, on le voit pas très bien, mais le bleu est assez vif aussi pour ressortir dans une bibliothèque ou dans une librairie. C'est ça, ouais. Donc il y a vraiment cette notion de choix de titre, de l'avoir testé. Est-ce que tu as joint l'utile à l'agréable? C'est-à-dire que quand tu as fait de la publicité Facebook, ça menait vers quelle page en fait? Ça menait vers une page d'inscription, de précommande ou des choses comme ça? L'idée moi, je voulais vraiment. Le seul objectif de cette publicité-là, c'était de voir est-ce Le que les gens clic. sont suffisamment intéressés. Ok, Et donc, c'est est-ce ça. qu'ils cliquent? Je l'ai renvoyé sur une page qui était l'ancienne page avant les. Enfin, si tu veux, c'était la page qui est aujourd'hui la page de précommande et de commande du livre. Ok, C'était une page où je racontais un petit peu les étapes, où est-ce que j'en étais dans l'écriture du livre, donc une sorte de page un peu teasing. Mais je regardais même pas si les gens s'inscrivaient. L'objectif, c'était de me dire, OK, quelles sont les publicités sur lesquelles ils cliquent le plus parce que le titre les attire un peu plus que les autres. c'est ça. Ok, super. Tu as fait le choix de mettre dans ton titre freelance. Ça sous-entend que là, on sait clairement à qui ça s'adresse. Moi, effectivement, aussi, dans les titres que je conseille de faire, c'est vraiment, il faut que ça tranche. Il faut en fait que ça fasse le tri. Il faut que les gens qui ne sont pas concernés par le bouquin s'en Mm. aillent, en fait. Est-ce que tu rejoins cette idée-là et est-ce que c'est aussi pour ça que tu as voulu mettre freelance dans le titre? Complètement. Moi, et c'est sûrement peut-être mon background et le fait que je fasse du marketing aujourd'hui pour mes clients, mais si tu veux, si t'es pas tranché, tu t'adresses à personne et du coup, tu retiens pas l'attention des personnes pour qui tu as vraiment envie d'écrire ce livre. Et moi, c'était assumé. C'était assumé de dire, bah oui, ce livre-là, il n'est pas pour des salariés, il n'est pas pour des personnes qui veulent pas se lancer en freelance et c'est OK. Et je peux pas attirer tout le monde. Et ça m'arrange presque d'attirer qu'un petit groupe de personnes qui potentiellement demain pourront en parler et toucher une autre cible. Mais moi, je me concentre d'abord sur un cœur de cible qui était les freelances et je voulais absolument, effectivement, que j'ai pas envie que les gens achètent mon livre par erreur et se disent, en fait, ça me correspond pas. Oui, ok, je vais faire plus de ventes, mais in fine, c'est pas les personnes qui vont adhérer à l'univers et qui vont du coup consommer aussi le contenu et l'information. Hmm. Donc ouais, moi je te rejoins complètement. D'avoir Yes. aussi quelque chose de tranché, ça veut pas dire qu'on va faire moins de ventes. Bien au contraire, en fait, c'est contre-intuitif de dire ça, mais plus tu vas avoir quelque chose, une proposition de valeur qui est extrêmement claire, extrêmement précise, finalement, plus tu vas attirer les bonnes personnes et surtout, mine de rien, plus tu vas faire de ventes derrière parce que ton livre sera clairement identifié. Yes. Dernière question par rapport à justement la couverture et la quatrième de couverture et l'interview se terminera. Il y a déjà pas mal de contenus qui ont été partagés. On pourra en parler des heures, je pense. Pourquoi pas refaire une interview dans quelques mois avec un peu plus de recul sur la sortie de ton livre. Mais la question du coup que par laquelle j'ai envie de terminer, c'est est-ce que justement au niveau de la quatrième de couverture, tu as des conseils? Ce qui se passe, c'est que si on reprend le concept de marketing, il y a vraiment cette notion d'accrocher les gens, hein. Donc, il y a notamment l'acronyme AIDA, accroche, intérêt, désir et puis appel à l'action. Euh, un livre avec une couverture moyenne, même si le contenu est excellent, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais malheureusement, il ne se vendra pas Bien sûr. forcément. Donc, quels seraient tes conseils pour vraiment faire qu'on ait une couverture qui vende, donc au-delà du choix du titre et du travail de la couverture, quels sont peut-être le ou les deux les conseils que tu aurais par rapport à ça? Et puis on clôture l'interview. Mais je ne sais pas si je peux montrer, peut-être que les gens pourront faire pause, la quatrième de couverture
déjà rien que pour la structure. Voilà, les gens feront potentiellement pause dessus. Moi, je mettrais L'idée, c'est que tu aussi vois, potentiellement une image. bien sûr, mais je pourrais t'envoyer, si tu veux, la quatrième. L'idée, Ok. c'était d'avoir déjà un premier titre qui soit pas le même titre que ce que tu peux trouver sur la couverture. Parce que généralement, les gens vont prendre le livre. L'avantage, c'est qu'il est dispo en librairie, donc les gens vont pouvoir l'avoir au-delà de ce que tu peux trouver sur Internet. Et donc, si tu remets, l'idée, c'était d'avoir un titre différent qui appuie la proposition de valeur de l'aventure dont vous êtes le héros, construire tes offres, mieux vendre et t'épanouir au quotidien, qui est globalement la proposition de valeur du livre. Et donc, tu vois, là, c'est gagner votre vie en freelance et profiter de votre liberté. Je rappuie sur le vrai sujet, le vrai objectif et le vrai résultat qu'on a envie d'avoir avec le livre. Et ensuite, j'attire directement l'attention en posant la problématique qui est, il y a beaucoup, beaucoup d'indépendants. Euh, il y aura de plus en plus d'indépendants. La difficulté demain, ça va être de comment est-ce qu'on sort du lot. Comment est-ce qu'on sort du lot dans cet océan et dans cette jungle de freelance. Comment est-ce qu'on attire des clients qui ont les mêmes valeurs que soi. Et donc, tu vois, tout de suite, ça attire l'attention parce que c'est des questions que les freelances se posent. En fait, quand tu te lances, c'est exactement ce que tu te poses. C'est comment je vais faire pour m'en sortir et pour sortir du lot et pour trouver des clients. Une fois que j'ai posé la problématique, là, l'idée, c'est de poser des premiers bénéfices. Et donc là, par exemple, tu vois, je liste 4 gros points qui sont faites décoller votre activité en 90 jours, concentrez-vous sur les 4 piliers indispensables des freelances, construisez votre offre pas à pas avec 6 étapes pour structurer votre positionnement, apprenez à vous vendre sans trahir vos valeurs, même si vous n'êtes pas un vendeur né, et puis vivre correctement de son activité en augmentant vos tarifs grâce à des méthodes testées et approuvées. Donc, tu vois, là, j'aurais pu mettre 15, 20 bénéfices. J'ai décidé d'en mettre 4 gros bullet points qui, si tu veux, encapsulent l'idée du livre. Et puis, je termine par la preuve sociale euh, avec une petite présentation rapide de qui je suis et de pourquoi en fait je suis pertinent pour le faire. Et donc là, tu vois, moi j'ai joué sur le côté, ça fait des années que je suis dans l'écosystème freelance et surtout j'ai aussi travaillé pour une plateforme de freelance, donc je connais en fait les vraies problématiques des Ça, freelances ouais. et je connais aussi les coulisses. Et donc ça rajoute aussi un sujet de crédibilité. Je pense que c'est important aussi de se dire comment est-ce que je peux montrer ma différenciation et pourquoi est-ce que potentiellement j'étais le seul capable d'écrire ce livre-là et que si on change juste le nom de la présentation, en fait, ça colle pas parce elle est extrêmement personnalisée par rapport à qui je suis et ce que j'ai pu déjà accomplir jusqu'à maintenant. Yes, bah écoute, merci pour ces bons conseils et ce retour d'expérience. Je viens de noter une chose et j'y réfléchirai. Appuyer la proposition de valeur. Je viens de me rendre compte que sur la quatrième de couverture de Publier pour impacter, je peux encore améliorer ça. Donc voilà, c'est très, très, très bien. Le sous-titre de ton livre, c'est quoi du coup? Parce que c'est vrai qu'on voit le titre en grand, mais Ouais, on le voit juste ici. Hop, juste ok. ici. Construire son offre, mieux vendre et s'épanouir au quotidien. C'est ça. Et est-ce que c'est Donc ce là, qui j'ai. revient derrière, tout au-dessus de la quatrième de couverture? Non, Ok, c'est encore différent. ok. Et derrière, c'est gagner votre vie en freelance et profiter de votre liberté. C'est Donc en ça. fait, tu vois, tu as 3 idées globalement qui sont encapsulées et qui donnent en fait un peu le. Tu vois, une fois que tu as lu le titre, le sous-titre, le titre de quatrième de couverture, tu sais globalement à quoi t'attendre dans le livre. Et Ouais. c'était un petit peu l'objectif de. En fait, chaque mot est soigneusement choisi pour éviter d'avoir de la répétition et pour en fait, quel que soit l'endroit où tu découvres le livre, tu vas avoir tu vois, on va te dévoiler une nouvelle pièce du puzzle sur le livre. Ah, c'est ça, il y a un hook, comme ils disent les anglophones, donc Exactement. un crochet. Et donc, peu importe si on commence, par exemple, je sais pas, on voit le livre de derrière, on voit directement, il y a un crochet à l'arrière, il y a un crochet devant avec le titre principal qu'on peut voir de loin, et il y a un crochet secondaire avec le sous-titre qu'on peut voir si on prend le livre en main, par exemple. Superbe. Écoute, Alexis, où est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Et comme ça, les personnes qui veulent le découvrir peuvent l'acheter. Eh bien, il est disponible dans toutes les librairies en France, peut-être en Belgique. En tout cas, peut-être pas dans un premier temps, mais bientôt. Et sinon, il est disponible sur Amazon, la Fnac, Cultura. euh, et puis, toutes les informations sont sur tribuindé.com/livre. J'ai créé une page dédiée où je présente un peu plus en détail la thèse du livre, le sommaire détaillé du livre, ce qu'on peut y trouver. Et puis, je propose aussi des bonus pour tous les acheteurs du livre. Il y a un petit lien caché dans le livre pour aller récupérer des bonus, notamment
des masterclass administratives, des interviews exclusives qui sont vraiment réservées aux acheteurs du livre. Donc, il y a pas mal de choses sur les ressources que moi j'aime consulter, les outils que j'utilise, toujours en complément du livre. Excellent. Ben, je te remercie en tout cas pour ce partage d'informations très, très enrichissant. J'espère, toi qui as regardé cette interview, que tu t'y retrouves aussi. Je te mettrai le lien évidemment pour commander le livre d'Alexis dans la description de la vidéo. Alexis, je te souhaite en tous les cas un franc, franc succès, même si c'est déjà bien parti pour le livre, pour Tribu Indé évidemment. Et en tous les cas, ben, je suis vraiment ravi d'avoir pu t'accueillir aujourd'hui. Merci encore pour le temps que tu as consacré à cette interview, car je sais aussi que le temps, c'est l'une des ressources les plus précieuses que l'on a avec la santé. Donc, vraiment, gratitude pour ça. Merci à toi. Je t'en prie. Merci beaucoup, David. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur cette vidéo. Rappelle-toi de passer à l'action, toi qui regardes cette interview. Le monde a besoin de te lire. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao.